Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Histoires du Père Bassi. Sur cette chaîne, vous aurez l'occasion de partir à la découverte ou de redécouvrir la vie des hommes et des femmes appartenant aux familles royales, impériales, princières et ducales qui ont régné ou règnent encore sur l'Europe occidentale, orientale et centrale. Ce sera l'occasion de partir à la rencontre de toutes ces femmes et de tous ces hommes, de raconter l'histoire, la grande avec un grand H, et aussi les petites histoires, les anecdotes, ce que les livres, ce que les reportages, les documentaires ne racontent pas toujours. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une grande dame, une dame au destin tragique. Un indice musical pour vous aider à découvrir de qui il pourrait bien s'agir. Un air de valse, un air de Strauss, vous l'avez bien entendu deviner, nous allons parler aujourd'hui d'Élisabeth de Wilstebach, Élisabeth en Bavière, Élisabeth d'Autriche, que vous connaissez tous sous son surnom de Sissi. Sissi, quelle grande et belle destinée, quelle grande et belle femme, au destin si tragique. Sissi, c'est la perle du Danube, c'est cette princesse heureuse et joyeuse à sa naissance, mais qui très vite sera éprise et atteinte de la mélancolie et de la neurasthénie, propice à sa famille, les Wilstebach, la famille des rois et ducs de Bavière. Sissi est la fille du duc Maximilien en Bavière et de son épouse, la princesse Ludovica de Bavière. Vous remarquerez déjà une différence. On parle de Maximilien en Bavière et de Ludovica de Bavière. Pourquoi me direz-vous cette différence? Car le duc Maximilien appartenait à la branche cadette des Wilstebach, qui était duc en Bavière, car il ne régnait pas véritablement sur la Bavière. Ceux qui régnaient réellement sur la Bavière, c'était la branche aînée des Wilstebach, représentée par l'électeur de Bavière, qui, pour service rendu à l'empereur Napoléon Ier, fut fait roi de Bavière par celui-ci. Le premier roi de Bavière est le papa de Ludovica, le grand-père donc de notre chère Sissi. Le couple ducal, contrairement à ce que le film d'Ernst Marischka nous présente dans les années 50, le couple ducal formé par Ludovica et Maximilien n'est pas ce couple idyllique et romancé tel que nous le présente le film. Papilly et Mamilly ne s'aiment pas. C'est un mariage de raison et non pas un mariage d'amour. Ils se sont mariés pourquoi? Eh bien, car on a décidé, à travers leur mariage, de réunir la branche aînée, les rois de Bavière, avec la branche cadette, celle des ducs. Et le mariage est là. Ludovica, par ailleurs, considère avoir fait une union inégale lorsqu'elle se compare à toutes ses sœurs. On peut penser à sa sœur la plus célèbre, dont nous reparlerons plus longuement plus tard, l'archiduchesse Sophie, épouse de l'archiduc François Charles. Pensons également à son autre sœur, Caroline Auguste, épouse en quatrième noces de l'empereur François Ier d'Autriche. L'empereur François Ier d'Autriche, celui-là même qui est le père de Marie-Louise, la seconde épouse de Napoléon Ier. Pensons également à Élisabeth, future reine de Prusse, grande tante du Kaiser Guillaume.
Pensons aussi à son autre sœur, Reine de Saxe. Lorsque, à un moment donné de sa vie, Ludovica en fait le bilan, celui-ci est peu glorieux. Mariage inégal, un mari noceur, buveur et volage. Il y a bien longtemps, comme on le dit un peu crûment chez nous, que Ludovica ne passait plus aux portes. Mais Ludovica va retrouver la joie, Ludovica va retrouver le bonheur. En effet, en 1853, une lettre va la combler de joie. Une lettre va lui faire un bonheur immense. En effet, en 1853, Ludovica reçoit une lettre de sa sœur, l'archiduchesse Sophie. Le contenu de la lettre est très simple. Sophie invite sa sœur et sa nièce, la première fille des ducs en Bavière, Hélène, à venir fêter à Badischl, en Autriche, le 23e anniversaire de Franzi, François-Joseph, l'empereur d'Autriche. Le ton de la lettre ne fait pas de doute. Sophie cherche une épouse pour son fils et, naturellement, elle se tourne auprès de ses sœurs. La Bavière est son troisième choix. Elle a d'abord pensé à une princesse de Naples qui a refusé. Elle s'est ensuite tournée vers sa sœur, la reine de Saxe, mais la nièce n'était pas intéressée par l'impérial cousin. Et finalement, c'est vers la Bavière, sa chère Bavière, que Sophie se tourne. Ludovica est au comble du bonheur. Enfin, son destin sera vengé. Enfin, elle pourra prétendre, non pas pour elle-même, mais pour ses enfants, à une glorieuse et délicieuse destinée. En effet, sa fille deviendra impératrice d'Autriche. Dans les bagages, si je puis dire, Ludovica emmène également sa fille cadette, Sissi, née en 1837. Et voici l'équipée qui s'en va vers Badischl. Le trajet et la route sont longs. Elles arrivent épuisées et fatiguées à Badischl. Au repas du soir, c'est ce qu'on pourrait appeler déjà aujourd'hui le coup de foudre. Franzi salue sa tante, sa cousine Hélène, mais déjà, il n'a Dieu que pour Élisabeth. Il en tombe amoureux fou au premier regard. Hélas, Élisabeth, encore trop jeune, elle n'a pas 16 ans, n'est pas conviée au repas du soir. Elle est recluse dans le petit salon à devoir grignoter quelques mignardises avec sa gouvernante qui la sermonne et la réprimande pour son attitude peu digne d'une duchesse et d'une princesse en Bavière. En effet, Sissi a reçu une éducation très simple, paysanne. Ses parents, même si, comme on l'a dit, ils ne s'entendaient pas et ne s'aimaient pas, ils avaient de l'affection et de l'amour pour leurs enfants, à qui ils ont donné une éducation moderne, tournée vers les autres, vers la nature, une éducation très naturaliste. Sissi a grandi, et le film, effectivement, là, ne se trompe pas, dans un univers relativement idyllique, un univers fait de champs, de prairies, au bord du lac de Starnberg, où, plus tard, le roi Louis II de Bavière connaîtra une fin tragique. Mais Sissi, très tôt, est une princesse et une enfant mélancolique, et rapidement, elle comprend ce qui est en train de se passer. Elle aussi éprouve des sentiments pour ce beau jeune homme qui, hélas, pour elle, est empereur. Car s'il n'était pas empereur, elle l'aimerait encore plus qu'elle ne l'aime déjà, c'est dire. Au repas du soir, à un moment donné, Sissi crie tellement que toute l'assemblée se retourne. Et l'empereur invite sa cousine à la table. Rouge de honte, Sissi
sort de la pièce où elle était enfermée et vient s'installer à table. Dès cet instant, son cousin, l'empereur François-Joseph, n'a Dieu que pour elle. Il en oublie Hélène assise à sa droite. Il est amoureux déjà de cette belle Élisabeth. Et le lendemain, jour où doivent être annoncées les fiançailles, après avoir laissé les quadrilles s'installer, lorsque vient le cotillon, François-Joseph réquisitionne toutes les roses et offre la corbeille à sa cousine Élisabeth. Hélène en reste transie de tristesse et de douleur. Élisabeth ne sait que dire. Élisabeth est amoureuse, François-Joseph l'aime, finalement c'est ça qui compte. Mais à quel destin va-t-elle s'attendre? Vers quel destin va-t-elle aller? Elle le sait déjà, ce sera un destin impérial. L'amour de François-Joseph ne suffira pas à la combler, et déjà elle pense à sa chère Bavière qu'elle va devoir quitter. Les noces sont célébrées le 24 avril 1854 à Vienne. Avant de quitter sa chère Bavière, Sissi, âgée de 16 ans, nous livre ces quelques vers. Adieu, pièce silencieuse, adieu, vieux château, et vous, premier rêve d'amour, reposez en paix au fond du lac. Adieu, arbres chauves, et vous, buissons effourés, quand vous commencerez à reverdir, je serai loin de ce château. Elle quitte à regret, comme on peut le lire, son enfance, ses campagnes, ses premières joies et ses premiers amours. Mais arrivé à Vienne, l'empereur n'a pas attendu son arrivée directement dans la capitale. Il est allé la chercher par le premier vapeur sur un radeau. Le bateau était à peine accosté qu'il sautait déjà dans le bateau pour embrasser avec fougue et amour, sa princesse, son impératrice. Sissi, rapidement, découvre la cour de Vienne. Elle devient une impératrice bribée. Elle est soumise à la férule de sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie. L'archiduchesse Sophie a sacrifié toute sa vie à son fils François-Joseph. Elle a renoncé pour elle-même et son époux au trône et à l'Empire d'Autriche. Elle a voulu le renouveau en plaçant en 1848, après les révolutions qui ont éclaté dans tout l'Empire d'Autriche, elle a voulu le renouveau et la jeunesse pour l'Autriche. Elle a donné le trône à son fils de 18 ans. Elle s'est sacrifiée corps et âme pour lui. Elle a accepté qu'il épouse Sissi, le premier acte de rébellion de François-Joseph auprès de sa mère. Et ça, croyez-moi, Sophie ne l'oubliera pas. Sissi, une fois impératrice, n'a qu'une mission, pour l'Empire et pour l'étiquette. Elle est là pour être un ventre. Elle doit donner à l'Empire l'héritier du trône. Une première naissance, en 1855, sera une fille, l'archiduchesse Sophie, nommée ainsi en hommage à sa grand-mère. Hélas, la petite archiduchesse, faute de soins, mal éduquée, mal élevée, mal soignée, dirons-nous, mourra 2 ans plus tard, en 1857. Pour Sissi, c'est un premier déchirement. Elle, qui n'aime déjà pas Vienne, cherche de plus en plus à fuir la capitale. Les journaux viennois comptent sur l'année ses jours de présence dans la capitale. Dès qu'elle le peut, Sissi fuit, elle part. Elle part en Hongrie et dans tous les nombreux territoires de l'Empire. Elle va souvent à Venise, en Lombardie, Vénétie.
Elle retrouve alors là-bas le frère de François-Joseph et sa nouvelle épouse, l'archiduc Maximilien et son épouse Charlotte, née princesse de Belgique, la fille cadette du roi Léopold Ier. Sissi donne naissance ensuite à d'autres enfants. Elle en aura 4 en tout. Elle donnera naissance ensuite à l'archiduchesse Gisèle en 1856. Archiduchesse Gisèle qui se tournera vers la Bavière plus tard pour ses épousailles. Elle épousera le prince Léopold de Bavière, le cousin du roi Louis II. Enfin, en 1858, naît l'héritier tant désiré, l'archiduc Rodolphe. Rodolphe sera le fils préféré d'Élisabeth et de Franzi, l'empereur François-Joseph. Il sera choyé et gâté par ses parents. Mais hélas, Sissi n'aura pas l'occasion d'éduquer beaucoup son fils comme elle l'aurait voulu. Mais Rodolphe, toute sa vie, conservera cette sensibilité, cette mélancolie propre au Wilstebach et à la famille de Bavière. Un 4e enfant naîtra en 1868. Une fille, une jolie fille, qui sera l'amour d'Élisabeth, Marie-Valérie. Marie-Valérie qui naît en Hongrie. La Hongrie où Sissi passe de plus en plus de temps. Elle se découvre une passion et un amour pour le peuple hongrois. Car Sissi est une impératrice, mais aussi dotée d'un grand sens politique. En 1866, après la déroute de Sadova, qui marque la fin de la Confédération germanique, la fin de l'emprise de l'Autriche dans la future Allemagne et qui consacre l'ambition de la Prusse de Bismarck à la création du futur empire allemand, qui consacre la future unité de l'Allemagne, l'empereur François-Joseph est dérouté, il est défait lui-même. Ses troupes ont perdu et il ne sait que faire. Son épouse, l'impératrice Élisabeth, décide alors de redonner à la Hongrie et aux Hongrois toute leur importance au sein de l'Empire. C'est elle qui manœuvre et négocie le fameux compromis austro-hongrois qui consacrera en 1867 la création de la double monarchie austro-hongroise avec d'un côté l'Empire d'Autriche et de l'autre le Royaume de Hongrie. En 1867 à Budapest, François-Joseph et Élisabeth, surnommés Erzsébet, Élisabeth en hongrois par les Hongrois, est couronnée reine de Hongrie, comme le fut plus tôt dans le passé Marie-Thérèse, l'aïeule de François-Joseph. À travers ce compromis, c'est une renaissance pour les Habsbourg. Les Habsbourg partent vers l'Est. L'Allemagne étant perdue, l'Empire désormais est un empire royaume. Et c'est grâce à Sissi que l'on doit la mise en valeur et la mise en avant du peuple hongrois. 1868, lorsque sa fille Marie-Valérie vient au monde, c'est en Hongrie, à Godolo, que la petite princesse naît. C'est là-bas que Sissi passe une grande partie de son temps. L'autre partie de sa vie, Sissi la passe loin de l'Empire, surtout loin de Vienne. Régulièrement, on la retrouve à Corfou, où elle achète une villa à Héraclion. On la retrouve aussi sur l'île de Madère, où elle soigne sa tuberculose, mais surtout, elle y soigne sa tristesse et sa profonde mélancolie. Car à partir de la fin des années 1867, Sissi aurait pu le dire,
comme l'a dit la reine Élisabeth II en 1992, ce sont des annus horribilis qui vont se succéder. 1867, c'est d'abord l'assassinat de Maximilien à Querétaro au Mexique. Le fils chéri de l'archiduchesse Sophie meurt. Cette dernière ne s'en remettra jamais. L'empereur, lui aussi, est perclus de remords, lui qui a envoyé son frère là-bas se faire tuer au Mexique. C'est sa belle-sœur, Charlotte de Belgique, qui devient folle. C'est sa cousine, Mathilde, qui meurt brûlée vive en voulant éteindre une cigarette sous sa robe de crinoline. C'est aussi plus tard les décès de l'empereur Ferdinand, de l'archiduchesse Sophie en 1872. Et finalement, seul le mariage de Rodolphe vient égayer un petit peu ces années troublées, ces années de tristesse. 1881, Rodolphe, l'archiduc héritier de l'Empire, épouse Stéphanie de Belgique. La princesse de Belgique, à peine nubile, presque encore pubère, épouse l'archiduc Rodolphe, déjà aguerri et éveillé au plaisir de la chair. Cette union est une union inégale. Le beau Rodolphe, prince libéral et libertin, épouse la pieuse, catholique et pudibonde Stéphanie. Le jour du mariage, le seul qui semble se réjouir, derrière sa longue barbe, c'est le roi Léopold II. Sa fille, un jour, sera, pense-t-il, impératrice d'Autriche. Élisabeth voit aussi partir et disparaître son cousin, le roi Louis II de Bavière. Louis II de Bavière qui avait refusé en mariage la sœur de l'impératrice Élisabeth, Sophie Charlotte, qui finira par épouser le duc d'Alençon, un petit-fils du roi Louis-Philippe, et qui, comme vous le verrez, connaîtra aussi un destin tragique. 1881, dès lors, après ce mariage, peu de temps plus tard, une fille va naître chez Rodolphe et Stéphanie de Belgique. Ce sera la petite Élisabeth Marie, surnommée Herzy, que l'on appellera plus tard l'archiduchesse rouge, qui épousera un communiste après la Première Guerre mondiale. Elle restera toujours la petite fille préférée de l'empereur François-Joseph. Hélas, Stéphanie ne donnera pas d'autre enfant à l'empereur, petit enfant à l'empereur François-Joseph. En effet, comme on l'a dit, l'archiduc Rodolphe est frivole et libertin. Il collectionne les aventures et les maîtresses. Il mène une vie faite d'orgies, de plaisir. Et hélas, il transmet à son épouse la blénorragie qui la rend définitivement stérile. C'est un drame pour Stéphanie. Elle est rejetée et presque répudiée par son père Léopold, qui l'accuse de ne pas avoir su tenir son époux auprès d'elle. Elle est rejetée par sa belle-mère, Élisabeth Sissi, qui n'a jamais vu en Stéphanie une belle femme, qui a toujours vu en elle cette petite princesse de Belgique, gauche, un peu pudibonde, et qui n'avait en aucun cas la grâce de son illustre belle-mère. Rodolphe collectionne, comme on l'a dit, les aventures, et en 1889, c'est le drame de Mayerling. Replongeons-nous dans ces journées fatales. En janvier 1889, comme chaque année, la famille impériale est réunie à Vienne.
Fin janvier, le 27, Rodolphe s'excuse auprès de son père. Il ne sera pas présent au repas du soir. Déjà, il a pris la route de Mayerling. Depuis quelque temps, il courtise et fréquente une jeune fille de 17 ans, Marie Vetsera. C'est par l'entremetteuse de Marie la Riche, Marie la Rique, la cousine, la belle cousine d'Élisabeth, qui avait fait un mariage morganatique, que Rodolphe a rencontré cette aventurière. Il prétend avoir pour elle un amour fou. Cela fait bien longtemps que François-Joseph et Sissi n'ont plus de prise sur ce fils, qu'ils n'ont finalement jamais compris, à qui ils ont tenté d'offrir la meilleure éducation, mais ce prince est un prince rebelle. On le voit fréquenter les cafés libéraux opposés à son père l'empereur. Il voudrait étendre le compromis austro-hongrois au peuple slave. Les Tchèques et les Croates se sentent lésés par le compromis austro-hongrois. Il manigance contre son père. Il a des relations et des liens avec la France et les républicains comme Clémenceau. Il mène beaucoup de combats politiques qui vont à l'encontre de ce que doit être, selon le protocole, un futur empereur d'Autriche. Il est rebelle. Et pourtant, comme il aime son papa et sa maman, l'empereur et l'impératrice. Il aime aussi sa femme et sa fille, Stéphanie et Erdzi, mais il n'arrive pas à leur apporter l'amour qu'il le devrait. Il écrit une dernière lettre déchirante à Stéphanie où il lui demande de tout lui pardonner. Le matin du 30 janvier 1889, la nouvelle arrive à Vienne. La confidente de l'impératrice d'Autriche, la seule qui est autorisée à rentrer dans les appartements impériaux sans se faire annoncer, arrive près de l'impératrice. Elle lui dit « Madame, l'intendant de Sa Majesté doit vous voir. Il doit vous parler. Mais je n'ai rien à lui dire, je ne veux pas le voir. Si, madame, Sa Majesté, daignez le recevoir. Daignez le recevoir. » Sissi consent à recevoir son intendant, qui, la voix tremblante, lui annonce « Madame, il est arrivé quelque chose de grave à son Altesse royale, l'archiduc. »« Quoi ? Oh non, ne me le dites pas. »« Oui, madame, oui, votre majesté. »« Il est mort. » Sissi s'effondre en sanglots sur son lit de fer. C'est la fin pour elle, après tous les malheurs qu'elle a connus. La mort de sa première fille, les décès dans sa famille, les douleurs suite aux affres de la vie, le départ de son père, de sa mère, sa belle-mère que finalement elle avait un peu aimée. Elle pouvait encore le supporter. Sa mélancolie, l'amour de son époux François-Joseph, qu'elle ne pouvait plus combler et à qui elle avait trouvé des maîtresses, son anorexie galopante qu'il a gagnée tous les jours. Elle pesait 40 kilos pour 1,72 m, ne l'oublions pas. Elle pouvait tout accepter, mais pas la mort de son fils. À cet instant, l'empereur d'un pas lourd arrive dans le couloir. L'impératrice ferme la porte et dit « Ne lui ouvrez pas !» Et finalement, prenant son courage à deux mains, car l'impératrice reste toujours digne dans le malheur, elle ouvre la porte. Et là, elle annonce à l'empereur roi, à son cher époux, à son cher Franzi, qu'elle aime depuis toujours, que leur fils est mort. On ne sait les mots que l'empereur et l'impératrice se sont échangés,
mais on peut imaginer la douleur qui a dû les étreindre, la douleur de deux parents qui perdent leur fils. Très vite, la cour, l'Europe, les faire-part affluent de partout. L'Europe entière est au courant. On annonce d'abord un suicide, puis on change de version. On change tellement de version que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas encore comment Rodolphe est réellement mort. En effet, si c'est un suicide, l'empereur doit obtenir l'autorisation du pape Léon XIII de pouvoir enterrer son fils dans la foi catholique. Puis finalement, ce n'est pas un suicide, il serait mort empoisonné. Finalement, pour pouvoir mourir et être enterré dignement, il faut faire croire qu'il était fou. Mais Sissi ne peut admettre « Non, mon fils n'est pas fou ». Elle aura ces mots implacables « Ils l'ont assassiné ». Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas encore la vérité de Meyerling. Dans un autre épisode, nous aurons l'occasion d'y revenir. À partir de cet instant, l'impératrice ne portera plus que le noir du deuil. Elle se drape dans ses habits sombres et ne les quittera plus jusqu'au jour de sa mort. Régulièrement, on la voit aux Capucins, à l'abbaye des Capucins, là où sont enterrés tous les Habsbourg de Vienne. Un soir, elle frappe, tellement fort que le moine concierge arrive à la grille et dit « Madame, que faites-vous à cette heure ?» Elle décline son identité. « Je suis l'impératrice d'Autriche. Je veux voir mon fils. » Avec des torches, on la conduit dans la crypte où sont enterrés tous les archiducs, les empereurs et les impératrices. Sissi, en pleine nuit, armée d'une torche, passe entre les tombeaux de François de Lorraine, de Marie-Thérèse et de tous les autres princes de la maison d'Autriche. Dans la nuit noire, dans le froid, elle hurle « Rodolphe ! Rodolphe !» devant le tombeau de son fils. Hélas, ce n'est que l'écho et ses larmes qui lui répondent. Plus jamais l'impératrice ne sera la même. Plus jamais l'empereur ne sera le même. Et Sissi continuera de voguer sur les mers et sur les océans. Elle partira et fuira de plus en plus la cour de Vienne, allant à Madère, à Corfou, sur la côte d'Azur où on la verra souvent en compagnie d'une autre impératrice déchue, l'impératrice Eugénie, la veuve de Napoléon III. Elle y fréquentera également la reine Victoria d'Angleterre, qui était de sa même année de naissance. Elle passe beaucoup de temps en Suisse également. Ah, la Suisse. La Suisse, là où Sissi connaîtra sa fin tragique. Quelques mois avant de décéder, Sissi connaîtra un dernier et ultime malheur. Sa chère sœur, Sophie Charlotte, l'épouse malheureuse et éconduite du roi Louis II de Bavière, meurt brûlée vive dans l'incendie du bazar de la Charité à Paris en 1898. C'en est trop. En 1898, Sissi, âgée de 61 ans, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais elle reste une femme magnifique et sublime. Tous les ambassadeurs et les contemporains de l'empereur et à Vienne trouvent toujours qu'elle est une femme parfaite. À 61 ans, elle garde encore une ligne sublime et splendide. 1898, elle est à Genève. Quelques jours avant elle est arrivé un anarchiste italien dans la ville de Genève. Il s'appelle Lucchesi.
Il veut tuer du monarchique. Il veut tuer et être célèbre. Son objectif, tuer un prince, une princesse, une reine ou un roi, peu lui importe. Mais il veut tuer du monarque. Il a repéré le manège et la présence à l'hôtel Beau Rivage d'une grande dame. Cette dame ne peut être une comtesse, comme on le prétend. Cela ne peut être une comtesse, avec un si bel attelage, de si beaux atours. Mais non, ça ne peut pas être une comtesse. C'est l'impératrice d'Autriche. Et voilà que, sur les quais du Léman, l'impératrice Élisabeth et sa dame de compagnie s'apprêtent à prendre le vapeur qui va les conduire à Montreux. Elles sont en retard. On entend déjà le vapeur sonner. La dame d'Atour de l'impératrice s'en va en avant prévenir le capitaine qu'une invitée impériale doit encore monter. On arrête un instant le vapeur. À cet instant, Lucchesi passe et frappe l'impératrice. Elle pense qu'elle n'a reçu qu'un coup de poing. Elle continue à marcher, elle avance sur le quai, elle poursuit sa course, elle continue presque à courir, car elle ne veut pas rater le vapeur qui va l'emmener à Montreux. Soudain, elle voit une tache de sang. Elle dit « Oh, ce gredin m'aurait-il blessé ?» Et d'un coup, l'impératrice reine d'Autriche-Hongrie s'effondre. Le vapeur qui était en route fait demi-tour. Les badauds sont tout autour. Que se passe-t-il? Qui est mort? Rapidement, la nouvelle court dans Genève. L'impératrice d'Autriche-Hongrie est décédée. À Vienne, François-Joseph, l'empereur, ne le sait pas encore. C'est Katharina Schratt, sa maîtresse, choisie par l'impératrice Sissi, qui a l'horrible mission d'annoncer au vieil empereur que son épouse est décédée. Celle qu'il aime depuis 1853, sa reine, sa princesse, son amour de toujours, est partie. L'empereur s'effondre. Il ne se remettra jamais du décès de son épouse. Le destin de Sissi, comme on vient de le voir, est effectivement un destin douloureux, un destin tragique. Sissi a eu une vie malheureuse, des parents qui ne s'aimaient pas. Elle a fait un mariage d'amour, c'est vrai. Elle a aimé et adoré ses enfants. Elle n'a pas pu, hélas, les élever comme elle l'aurait voulu. Et elle ne méritait pas la mort qu'elle a eue. Car elle a toujours fait preuve, durant toute sa vie, de charité, de générosité vis-à-vis des plus démunis. On peut penser aux efforts qu'elle a faits lors des batailles de Sadova pour aider les soldats blessés. On pense également à son investissement au cours des batailles de Magenta et de Solferino en 1859, où elle a aidé et secouru nombreux de soldats autrichiens ensanglantés, blessés, perdus. Elle aide beaucoup les veuves, les épouses éplorées et les orphelins. Sissi, c'est aussi l'impératrice de la valse, c'est aussi l'impératrice de l'amour, c'est l'impératrice que Strauss a glorifiée dans tant de valses et dans tant de musique. Sissi, c'est un peu la rose du Sud. Sissi, c'est le Danube. Sissi, c'est une perle qui, hélas, n'a pas su trouver d'écrin assez grand et assez beau pour vivre une destinée qui aurait pu être belle et heureuse. Écoutons encore un dernier air de valse qui nous plongera, je l'espère, qui nous plongera tous, je l'espère,
dans la Vienne du XIXe siècle. D'ores et déjà, merci de votre écoute. Merci et à très bientôt.